La route Koupéla, frontière du Togo, bientôt réhabilitée. 18 mois seront nécessaires pour refaire le lifting de la route au profit des affaires et de la libre circulation des populations. Point de presse du groupe parlementaire Alternance Démocratie et Justice qui réunit l'ADJ et l'UPC. Au menu de ce rendez-vous avec les journalistes, le projet de loi portant révision de la Constitution. Et puis aujourd'hui, Ouagadougou célèbre la journée des Nations Unies. Une série d'activités ont constitué le point d'ordre de cette célébration. Monsieur Charles Ouedraogo est membre de la communauté Santé Gidio. Il est notre invité. Avec lui, nous allons parler de la rencontre pour la paix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, la route Koupéla Bitou 50C frontière du Togo va bientôt connaître un grand lifting avec le lancement des travaux de réhabilitation intervenus hier. Le tronçon long de 150 km qui désenclave le Burkina Faso vers le Togo devrait montrer dans 18 mois un nouveau visage au grand bonheur des usagers de la route. Reportage signé Daniel Kambo. Et c'est parti pour le démarrage effectif des travaux de réhabilitation de cette voie Koupéla Bitou 50C, frontière du Togo longue de 150 km. Le projet prend également en compte la bretelle de 3 km reliant la localité de Mogandé, frontière du Ghana. Plus de 53 milliards de francs CFA, c'est la somme mobilisée par les différents partenaires, dont la Banque africaine de développement, pour sa réalisation. Un engagement aux côtés de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui veut aller vite à l'intégration économique en donnant un coup d'accélérateur à la facilitation des trafics sur différents corridors de son espace. Je pense que ce que nous sommes en train de réaliser ce matin est la preuve de la volonté de nos chefs d'État d'intégrer nos pays, de faciliter l'intégration de nos économies, d'aider nos populations à se retrouver de manière fraternelle. Lorsqu'on traverse le pays et qu'on arrive à la frontière avec le Burkina, on comprend pourquoi il est important d'avoir cette route. La réhabilitation de cette route Koupéla 50C fait partie d'un ensemble et porte sur le corridor Lomé-Ouagadougou, long de 975 km. Son importance est liée à sa position stratégique. Ce corridor, comme vous le savez, est très important pour nous, pays enclavé. Et le Togo et Lomé, c'est un de nos premiers débouchés maritimes. C'est pourquoi nous y attachons l'importance la plus grande. Aménager, réhabiliter donc cette partie au Burkina n'aura de sens qu'ici, de l'autre côté de notre frontière également, les mêmes conditions existent. 18 mois, c'est le délai contractuel accordé aux entreprises pour sa réalisation. En plus du revêtement de la chaussée et des accotements, d'autres commodités seront réalisées telles la construction d'aires de repos. Les députés ont adopté hier le projet d'ordre du jour modifié de la deuxième session de l'année. L'ordre du jour prend en compte désormais le projet de loi sur la modification de la Constitution. Une majorité favorable à l'inscription de ce projet de loi et d'autres s'est dégagée par 98 voix pour et 28 contre. Reportage de Sougnoma Ibrahim Gigma. Pour une séance plénière comme celle-ci qui prévoit l'adoption du projet d'ordre du jour établi par la conférence des présidents, le règlement de l'Assemblée nationale dispose que chaque commission générale ou groupe parlementaire a un temps de parole pour expliquer son vote. Et les 5 groupes parlementaires régulièrement constitués à l'Assemblée nationale sacrifient à l'exercice. Le groupe parlementaire Alternance Démocratie votera contre ce projet d'ordre du jour. Mon groupe appelle donc, comme il l'a exprimé lors de la conférence des présidents, à voter contre le présent projet d'ordre du jour. Le groupe parlementaire ADFRD, en accord avec ce projet d'ordre du jour, votera pour son adoption. Le groupe parlementaire du Congrès pour la démocratie et le progrès invite ses membres et toute la représentation nationale à voter pour. En tant que républicains, les députés du groupe pensent que c'est en application de ces prérogatives constitutionnelles que le gouvernement a saisi l'Assemblée nationale des nouveaux projets de loi, dont la légalité formelle, la régularité procédurale ou l'opportunité ne seraient être mises en cause. 7 à 28 voix contre et 98 pour que les 126 votants du jour ont adopté l'ordre du jour modifié de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le gouvernement, qui a déposé sur la table de l'Assemblée nationale un ensemble de projets de loi pour inscription à l'ordre du jour,
trouve à l'issue de ce vote des motifs de satisfaction. Je dois dire qu'en dehors du projet de loi portant modification de la Constitution, il y a d'autres projets de loi que nous avons apportés sur le Conseil constitutionnel, sur le Conseil supérieur de la magistrature. Nous savons que la session elle est d'abord une session budgétaire, mais il y a un certain nombre de problèmes sociaux urgents que nous avons voulu inscrire. Et c'est donc avec plaisir que je constate que l'Assemblée nationale a adopté. L'ordre du jour ainsi modifié, le nombre de projets de loi inscrits pour la présente session ordinaire passe de 9 à 16. Les questions orales, quant à elles, restent inchangées au nombre de 37. Les groupes parlementaires Alternance Démocratie et Justice, ADJ et UPC ont organisé ce matin une conférence de presse. Au centre de ce rendez-vous avec les journalistes, le point de la participation des deux groupes au débat sur l'inscription du projet de loi portant révision de la Constitution. Reportage signé Maxime Zango. 99 voix pour CDP, ADF-RDA, CFR et 28 contre ADJ et UPC, tel était le résultat du vote sur le projet de loi portant révision de la Constitution hier à l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires ADJ et UPC, qui estiment avoir joué un rôle important dans cette bataille parlementaire, ont décidé de convier la presse, non seulement pour expliquer comment ils ont pesé sur les débats, mais aussi prendre l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du processus en cours. À ce rythme, tout porte à croire que le 30 octobre 2014, la loi pourrait être votée avec toutes les conséquences que cela pourrait comporter. Pour notre part, toute idée d'un pouvoir personnel et personnifié est inacceptable. Et le référendum qui viendrait à être organisé dans ces conditions est facteur et source de division du peuple burkinabé. C'est pourquoi, usant de nos prérogatives, conformément au règlement de l'Assemblée nationale, nous avons expliqué notre vote. Mais, en rencontrant également la presse, notre intention est de tirer sur la sonnette d'alarme. Les députés ADJ et UPC qui se disent déterminés à poursuivre la lutte précisent qu'ils exigeront que toutes les conditions de transparence soient réunies le 30 octobre. Car ils ont foi que si les choses se passent dans les règles et les normes de la transparence, les chances de modifier la Constitution à l'Assemblée nationale sont limitées. Pour cela, ils en appellent à l'ADF-RDA, au groupe CFR et même aux députés du CDP à s'en tenir à leur conscience car la situation est très grave. Pour leur part, ils vont s'assumer pleinement dans la légalité et la non-violence. Entretien hier à l'Assemblée nationale entre le président de l'institution et le nouvel ambassadeur du Brésil au Burkina Faso. Les deux personnalités ont abordé entre autres les relations bilatérales et les perspectives qui s'offrent à elles. À sa sortie d'audience, la diplomate brésilienne a été interrogée par Anna Lucie Kéré. C'était une visite de courtoisie parce que je viens d'arriver au pays. Il faut connaître les gouvernements, il faut avoir des contacts, c'est mon travail. Et il faut surtout faire le possible de mon parti, d'avoir bonne relation avec le pays. Et comme ça, il faut connaître les gens. Nous avons eu une telle bonne conversation. Et nous avons identifié des possibilités de travailler ensemble pour faire les relations encore plus étroites entre nos deux pays. Nous vivons des moments très spéciaux. Au Brésil, nous avons des élections ce week-end. Vous ici avez des élections bientôt, l'année prochaine. Alors c'est un processus démocratique. Et comme ça, je suis content quand même il a eu du temps pour me recevoir et on a eu une bonne conversation, une discussion sur les relations bilatérales de nos deux pays. La journée des Nations Unies a été célébrée aujourd'hui à Ouagadougou. Le personnel du système des Nations Unies a mené une série d'activités qui vont de la montée des couleurs à une exposition pour présenter les activités de l'ONU au Burkina Faso. Reportage de Simon Gongo. Tous unis pour servir les Nations Unies. Ce matin, toutes les agences s'arrêtent pour saluer le drapeau des Nations Unies. Voici près de 70 ans que l'institution s'investit pour la paix dans le monde. Cette année au Burkina, le coordonnateur a une pensée pour le pays hôte.
Son vœu est que la paix continue de régner au Burkina, mais aussi dans la sous-région. Pour marquer cette célébration, l'ensemble des activités menées pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement est exposé ici. L'exposition est faite autour des objectifs du millénaire pour le développement. Et chaque stand représente un objectif bien précis. Ces stands représentent, ou du moins présentent, les principaux domaines dans lesquels l'Organisation des Nations Unies intervient, à savoir paix et sécurité, et développement économique, et action humanitaire, et droit international et droits de l'homme. Entre les stands, le visiteur peut voir les actions de la FAO, de l'UNICEF, de l'OMS, du PNUD, du PAM et de bien d'autres agences. J'ai visité des stands sur plusieurs départements des Nations Unies. J'ai aussi consulté des documents que je vais analyser et aussi partager ça avec ceux du domaine de l'éducation. J'ai des élèves, donc je voudrais aussi les faire comprendre parce que c'est méconnu. L'exposition est vraiment importante parce que ça nous permet de découvrir beaucoup de documents. Le défi de l'ethnicité et des conflits en Afrique. C'est un domaine vraiment intéressant et je pense que ça va permettre aux jeunes de découvrir beaucoup de choses dans ces circonstances. C'est une exposition de quelques heures où les visiteurs peuvent même emporter de la documentation pour faire une meilleure connaissance des Nations Unies au Burkina. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, met en œuvre une recommandation de la conférence interafricaine de prévoyance sociale CIPRES en signant une convention avec la Polyclinique internationale du cœur. Ce partenariat permettra de prendre en charge les personnes victimes d'accidents de travail. Reportage signé Evelyne Tabiré. Ce sont ces signatures qui formalisent le partenariat entre la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, et la Polyclinique internationale du cœur. Un partenariat qui vise à améliorer la prise en charge des maladies professionnelles et réduire le coût des évacuations sanitaires. Nous avons maintenant des structures sanitaires publiques et privées qui ont un plateau technique conforme aux normes internationales et qui peuvent prendre en charge ces malades. C'est la raison pour laquelle la CIPRES nous a recommandé de signer des conventions avec ces structures sanitaires pour améliorer nos prestations. Ça, c'est un. De deux, réduire aussi le coût. Mais cette prise en charge est soumise à certaines conditions. Mais quand les malades se présentent, ça peut être en urgence ou de manière programmée. Il y a une procédure qui est mise en place par les deux structures. On s'assure d'abord que c'est effectivement un assuré de la caisse ou un travailleur de la caisse et qu'il y a une prise en charge qui correspond à ce que nous allons faire. Il faut une acceptation des deux parties, mais en cas d'urgence, souvent on fait d'abord les soins et ensuite on s'occupe des procédures administratives. Outre cette signature, une visite de l'établissement a été faite pour présenter le plateau technique. En plus de cette polyclinique, une trentaine de cliniques, de polycliniques, de centres médicaux et de laboratoires d'analyse a été identifiée pour le même type de partenariat avec la CNSS en vue de la prise en charge des victimes d'accidents de travail et des maladies professionnelles. Un atelier de validation des résultats du recensement des enfants en situation de handicap s'est tenu mardi dernier. Il s'agissait pour les participants d'examiner le contenu du document et de faire des propositions pour une meilleure prise en charge des enfants vivant avec un handicap. Reportage signé Bouma Ernest Nibier. Ils sont environ 119 000 enfants en situation de handicap au Burkina. C'est ce qui ressort du rapport provisoire du recensement réalisé en 2013 par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale en collaboration avec l'Institut national de la statistique et de la démographie. Le contenu du rapport sera validé au cours de cet atelier. Ce rapport qu'on leur a soumis, ce n'est qu'une partie des informations qui ont été collectées. Il y a une richesse d'informations énormes qui reste encore à exploiter. Donc, c'est l'occasion de nous faire des suggestions, par exemple, dans ce sens. Mais d'autres suggestions aussi peuvent être faites pour nous permettre d'exploiter au mieux ce recensement.
Le rapport souligne également que les besoins des enfants en situation de handicap restent énormes. Et pour soutenir ces enfants, l'UNICEF reste engagé auprès du gouvernement burkinabé. L'UNICEF aujourd'hui, nous sommes en train d'appuyer le ministère de l'Éducation nationale pour une stratégie d'éducation inclusive, c'est-à-dire aider le ministère à ce que tous les enfants avec toutes sortes d'handicaps puissent avoir accès à une éducation selon le type d'handicap. Ce rapport, une fois validé, sera soumis en Conseil des ministres avant son utilisation par les différents acteurs. Voilà, retour sur le plateau avec notre invité, M. Charles Sawadogo, membre de la communauté Santé Djidio. M. Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, la communauté organise des rencontres des religions pour la paix. Ces rencontres-là ont débuté aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous parler de la société, de la communauté Santé Djidio et qu'est-ce que vous allez faire au cours de cette rencontre des journées pour la paix? Merci. La communauté Santé Djidio est une communauté reconnue par l'Église catholique qui est née en 1968. Elle est présente dans 70 pays dans le monde, dont le Burkina Faso. Et au Burkina Faso, elle est présente dans 11 villes. Elle s'engage en faveur des pauvres, des sans-abri, des personnes âgées. Et surtout, elle est connue pour ses médiations et dans la recherche du dialogue entre les religions. Alors, durant ces journées que nous allons vivre à partir d'aujourd'hui, ce jour, nous avons vécu déjà le premier panel de ces journées, la rencontre des religions. Nous avons intitulé ce panel « La crise économique et spirituelle ». Voilà, un panel qui était ouvert aux jeunes. Demain, nous vivrons le second panel qui s'intitule « Vivre ensemble dans un monde globalisé ». Ces panels, je rappelle, sont animés par un imam, un pasteur, un prêtre, un traditionnaliste et un ami de la communauté. Ces visions qui sont données par ces personnes aident notre société à comprendre l'envergure du thème général de notre organisation de ce week-end qui s'appelle « La paix et l'avenir ». Voilà, vous parlez de paix pour les religions qui vont se retrouver pour parler de paix, mais la communauté Santé Djidio est connue pour ses médiations beaucoup plus, mais est-ce qu'elle n'intervient que lorsqu'il y a crise seulement? Est-ce qu'elle travaille aussi en amont pour prévenir? Bien sûr, merci. Ouais. Alors la communauté fait ce qu'on appelle la paix préventive. C'est ça. Et d'ailleurs, la réflexion autour de ces thématiques sont des réflexions qui nous amènent à replacer les pauvres au centre pour qu'il y ait une société plus humaine. La communauté montre le chemin, c'est-à-dire repartir des pauvres pour revenir vers les centres. Les périphéries existentielles nous demandent de replacer l'humain au centre de notre engagement. Et donc l'engagement de la communauté en faveur des enfants de la rue, en faveur de nos mamans au centre d'Elwende de Tanguin, en faveur des prisonniers, cet engagement quotidien, service qui est vécu, est une réalité de la communauté parce que la communauté est connue aussi sous la forme de ces 3 P. Prière, pauvres et paix. Voilà. Le panel qui a eu lieu aujourd'hui parle de la crise économique et spirituelle. Aujourd'hui, vous avez parlé de remettre l'humain au centre de tout. Quel rapport vous pouvez faire entre l'humain et puis la question économique et spirituelle aujourd'hui? Il y a un problème là. Bien sûr. Alors, la crise économique et spirituelle nous rappelle que cette crise économique qui est vécue aujourd'hui n'est pas une conséquence, mais est seulement un premier palier. Parce que la question aujourd'hui, c'est beaucoup plus la crise spirituelle. Voilà. Les gens croient de moins en moins? On pourrait peut-être le dire. On pourrait le dire. C'est-à-dire que la crise spirituelle est une crise qui engendre beaucoup. Alors, nous avons voulu réfléchir, par exemple... Est-ce que les religions répondent aux questions des hommes aujourd'hui? Bien sûr. Les religions répondent aux questions des hommes. Il faut être attentif parce que quand on parle de solidarité intergénérationnelle, les religions nous apprennent le respect et le sens de la famille. Et le synode qui vient de se tenir à Rome sur la famille nous demande de replacer la famille au centre. Parce que de la famille naît la paix de la famille humaine, nous rappelait Jean-Paul II. La famille au centre nous permet d'apprécier au mieux l'avenir de notre société. Monsieur Sawadogo, on va revenir sur le 3e panel qui parle de message de paix et de leadership. Nous savons très bien que la société Santé Djidio, c'est une communauté catholique. On a vu dernièrement le pape François recevoir au Vatican
Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. On sait que ces deux communautés-là sont en difficulté, sont en crise, sont en conflit même ouvert. Qu'est-ce que Saint-Egidio fait pour ça? Saint-Egidio donne un message. Saint-Egidio dit, il ne faut jamais se lasser de dialoguer. Parce que la paix vient au bout du dialogue. La paix doit être conquérie. On doit conquérir la paix. La paix n'est pas une chose qui se laisse prendre. Elle est un don de Dieu, mais il faut la conquérir. Et on la conquiert alors sur le chemin du dialogue. Alors, faisons confiance au dialogue, parce que le dialogue nous permettra de construire cette paix. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous voulons réunir nos leaders religieux le dimanche au stade municipal à 16h, afin qu'ils puissent donner un message de paix à la nation du Burkina, mais au monde entier. Voilà. Monsieur Sawadro, pour parler de toutes ces questions, ça sera le dimanche à 16h. On sait que la communauté Saint-Egidio également fait son cheval de Troie, le dialogue interreligieux, le dialogue entre catholiques, musulmans, par exemple. Est-ce que ce dialogue-là est possible? Est-ce que des religions comme l'islam et le catholique peuvent dialoguer, et dialoguent autour de quoi? Oui, le dialogue est possible. Et d'ailleurs, cette activité, elle est connue beaucoup plus sous le nom de l'esprit d'Assise. C'est ça. Parce que le pape Jean-Paul II, le 27 octobre 1986, a convoqué les responsables religieux à Assise. Pourquoi Assise? Parce que Saint François d'Assise a eu un rôle pacificateur dans la 5e croisade qui s'est tenue entre 1217 et 1221. Il est allé dialoguer avec le sultan Al-Kamal. Et il est pris aussi comme une image de ce dialogue interreligieux, ce dialogue des religions, parce qu'il a été le premier à l'initier. Nous croyons fortement qu'il est possible que ce dialogue existe, parce que la paix n'est pas l'apanage des hommes politiques ni des diplomates. Elle est la mission des religieux. Et il faut que les religieux puissent donner ce mot et puissent donner ce message de paix à leurs fidèles. Monsieur Sawadro, vous n'êtes pas religieux. Comment devient-on membre de la société Saint-Egidio? Saint-Egidio, c'est un monastère ouvert. C'est, pour expliquer, c'est des personnes, des laïcs qui veulent suivre le chemin de leur foi et qui embrassent Saint-Egidio. Alors, dans Saint-Egidio, vous avez des élèves, vous avez des architectes, vous avez des experts comptables, vous avez des médecins, vous avez des pharmaciens, vous avez un peu de tout à Saint-Egidio. On peut être musulman et être membre de Saint-Egidio? Oui, beaucoup de musulmans viennent, par exemple, dans le service de Saint-Egidio. Je vous ai dit que Saint-Egidio, c'est les 3 P. Nous avons la prière, le service aux pauvres et la paix. Dans le service aux pauvres, nous accueillons beaucoup de frères musulmans. Par exemple, pour le service que nous faisons à la maison d'arrêt de correction de Ouaga, à la Mako, beaucoup de frères musulmans viennent participer avec nous à la sensibilisation avec les détenus, à les échanges d'alphabétisation, à prêter une oreille attentive à ces détenus-là. Ok. Monsieur Sawadro, on est au terme de notre entretien. Vous avez un message particulier à lancer pour ces journées-là qui ont déjà débuté aujourd'hui par le panel sur la crise économique et spirituelle, un panel que, je rappelle, était consacré aux jeunes. Aux jeunes. Alors, je voudrais inviter vraiment toute la population de Ouagadougou et aussi du Burkina, pour ceux qui le peuvent et qui sont de passage à Ouaga, à être demain à 9h30 à la salle de conférence du CBC pour le second panel qui est Vivre ensemble dans un monde globalisé. Parce que le dialogue interreligieux doit être promu, parce qu'il faut apporter une réponse à la légitimation souvent de la violence religieuse que nous constatons, parce que les religions ont un rôle essentiel dans la paix, dans la construction de la paix de la société. Merci M. Sawadro, merci de nous avoir rendu visite. Ceci dit, assainir l'environnement et de l'adoption et du placement d'enfants au Burkina Faso. Préoccupation du ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale qui réunit ses techniciens autour de la question. À l'occasion, les textes nationaux et internationaux seront révisités. C'est un reportage signé Evelyne Dabiré. Ne seront pas adoptés à la volée au Burkina Faso. Il existe des critères impératifs à remplir pour avoir sous sa tutelle ou en adoption un enfant. Celui qui veut adopter l'enfant doit avoir au moins plus de 30 ans que l'enfant qui doit adopter. Et ici au Burkina, nous retenons les couples hétérosexuels, c'est déjà ça.
par rapport à notre corps des personnes de la famille. Et également comme critère, il ne faut pas avoir plus de 50 ans lorsque tu veux adopter un enfant d'1 an. On a trouvé que quand quelqu'un a déjà plus de la cinquantaine et il doit s'occuper d'un tout bébé, c'est quand même, il faut reconnaître que c'est assez difficile. Il y a des dossiers à composer et déposer au niveau du ministère de l'Action sociale ici. Et après vérification de tous les dossiers, nous transmettons le dossier à la justice parce que c'est en ce moment la procédure judiciaire va s'ouvrir. Mais d'abord, il faut que la procédure administrative permette de vérifier que tous les dossiers sont complets. Le domaine d'adoption d'enfants est complexe, d'où l'intérêt de revisiter les textes irrélatifs. Pour bien faire, il faut connaître ce que l'on doit faire et comment il faut le faire. Donc c'est pour cela qu'on a organisé cette formation pour permettre aux membres du comité d'apparentement, mais aussi de l'autorité centrale d'adoption, d'abord de connaître leurs attributions et aussi de prendre connaissance de tous les textes, aussi bien les textes nationaux qu'internationaux, qui encadre l'adoption des enfants. Durant 3 jours, les participants à cet atelier de formation, que sont les membres de l'autorité centrale et du comité technique d'apparentement en matière de placement et d'adoption, auront à échanger sur les instruments juridiques nationaux et internationaux portant protection d'enfants et procédures d'adoption. Une approche novatrice pour booster les indicateurs de la scolarisation au Burkina Faso est initiée par le ministère de l'Éducation nationale. L'école de qualité amie des enfants est une approche qui vise l'épanouissement intégral de l'enfant. Le Namentenga et le Ganzourgou sont les 2 zones pilotes. Reportage signé Maxime Zongo. L'école de qualité amie des enfants, une nouvelle approche du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est une vision novatrice, dit-on, pour transformer l'école en vue de l'épanouissement intégral de l'enfant. L'UNICEF, qui a choisi d'accompagner l'initiative, a alors apporté un appui de plus de 7 milliards de francs CFA qui ont permis la réalisation d'une centaine d'écoles au profit du Namentenga et du Ganzourgou, zone pilote du projet. C'est une expérience qui a démarré depuis 2010, que nous avons décidé bien sûr d'évaluer, mais aussi de capitaliser avec l'UNICEF pour nous permettre de généraliser une telle expérience parce qu'elle est fondamentalement utile puisque centrée sur le développement même de l'enfant, mais surtout sa responsabilisation. On voit que ce sont les enfants qui s'organisent et c'est eux qui, dans cette organisation, permettent de s'assurer même que leurs petits camarades sont dans des salles de classe, permettent de s'enquérir des nouvelles des absents, permettent aussi d'apprendre ensemble. Des salles de classe, des aires de sport, des jardins, bref, tout un ensemble propice à l'épanouissement de l'enfant. Un environnement dont les parents d'élèves ont été associés dans l'entretien. L'idée, c'est que l'école devient finalement une école où un enfant se sent en sécurité dans le sens le plus large possible. L'enfant étudie la science, mais l'enfant étudie aussi ses droits et ses devoirs et les droits des autres. C'est une école aussi qui permet la pleine participation de la communauté. Pour la rentrée 2014-2015, ce sont plus de 22 000 élèves qui pourront ainsi avoir accès à l'école grâce à ce projet. Outre la construction de ces 100 écoles, le projet a permis la mise en norme de plus de 300 structures éducatives ainsi que le renforcement des capacités d'un millier d'enseignants et d'une centaine d'encadreurs pédagogiques. Les journalistes des éditions Sidoya bénéficient depuis ce matin d'une formation sur la pratique du journalisme en période de crise. L'objectif est de renforcer leurs capacités dans le traitement de l'information et d'indiquer leurs responsabilités en période de crise. Le reportage est de Ini Janine Kambiré. Près de 80% de la gestion d'une quelconque crise relève de la communication et des médias dans leur rôle de relater les faits. L'actualité au Burkina Faso est focalisée ces derniers temps sur les propos des anti et des pro-référendums. Un équilibre dans la prise de position, dans les analyses et les commentaires s'impose et les éditions Sidoya l'ont si bien compris. La plupart de ceux qui sont là actuellement sont des jeunes qui sortent des écoles, qui ont parfois au maximum 5 ans de pratique et qui n'ont pas une certaine vision, une certaine culture de ce qui s'est passé antérieurement dans notre pays. Donc face à des situations pareilles, il est mieux de doter les gens
de bagages et d'éléments qui puissent les permettre de pouvoir véritablement se comporter en professionnel. On parle de crise lorsqu'il y a un dysfonctionnement des institutions, quand les systèmes organisationnels sont mis en cause et enfin lorsqu'il y a une perte de légitimité au sein d'une partie de la population. Dans ce cas, y a-t-il un journalisme de crise et un journalisme de paix? Les hommes de médias devraient d'abord analyser la crise comme un processus et non simplement comme un événement accidentel. C'est un processus parce qu'il y a des facteurs qui sont antérieurs au déclenchement même de la crise qu'il faut intégrer dans l'analyse, mais il faut aussi en période de crise savoir être équilibré, respecter les différents points de vue qu'il y a dans la société, les présenter de façon équilibrée, pour éviter d'employer un vocabulaire chrysogène, un vocabulaire qui pourrait ressembler à une sorte de comportement de pyromane. Au terme de cette formation, les journalistes des éditions Sidoya devraient être à mesure de contribuer à l'édification de la presse burkinabé, leur rôle étant de préserver l'identité du pays des hommes intègres, sa légitimité sociale et les valeurs qui fondent l'équilibre même de notre société. Plus de 4000 ouvrages ont été remis par la République de Chine-Taïwan à la direction de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles. Une contribution qui va renforcer la capacité livresque du ministère de la Culture et du Tourisme. Reportage de Bouma Ernest Nebier. L'ambassade de la Chine-Taïwan renforce le contenu de la bibliothèque de la direction de la protection et de la promotion de la diversité culturelle. Elle vient de mettre à sa disposition 402 livres d'une valeur de 6 millions de francs CFA. Avec ces livres, le contenu de la bibliothèque se trouve diversifié. Ces ouvrages touchent beaucoup de domaines d'apprentissage, la science de la vie et de la terre, les sciences humaines en général et la littérature. La liste, c'est le ministère qui a fourni. Donc je crois que pour un pays comme le Burkina Faso, ces livres scientifiques, classiques, littéraires est toujours essentiel. Donc je crois que on est très content qu'on peut faire ce temps. C'est véritablement une mine intellectuelle qui est mise donc à la disposition du département et en particulier à cette direction-là par l'ambassade, et ce sera véritablement au bénéfice donc de tous les intellectuels, de tous les chercheurs burkinabés. Quant à l'entretien de ces livres, le ministre en charge de la culture invite tous les utilisateurs à les ramener en bonne et due forme après exploitation. Une nouvelle série télé intitulée Bwanga et ses Bwambi a été lancée ce matin à Laye, dans le Kourouégo. Cette série, constituée de 50 épisodes de 5 minutes, est destinée à sensibiliser les populations sur les avantages de la planification familiale. Le reportage est de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Bwanga et ses Bwambi, épisode 1 sur 1 première. Clap! Ça tourne! Une série télévisée de 50 épisodes de 5 minutes chacun pour atteindre 0 décès par suite d'accouchement. C'est la nouvelle trouvaille du ministère de la Santé qui entend allier humour, professionnalisme et détente à travers la série Bwanga et ses Bwambi pour sensibiliser les populations sur le bienfait de la planification familiale pour un changement de comportement. Malgré les efforts qui ont été déployés par le gouvernement, force est de constater que la prévalence contraceptive est faible. Et pour pouvoir remonter la pente, il est bon qu'on puisse développer donc des actions de communication. Et c'est ainsi que le ministère de la Santé a diligenté cette série pour pouvoir en tout cas informer davantage les cibles que sont les hommes, les femmes et les enfants, pour qu'ils aient une meilleure connaissance des méthodes de planification familiale et qu'ils adhèrent à cette stratégie-là. Et c'est le Théâtre de l'Espoir, dont le président est lui-même ambassadeur pour la santé de la mère et de l'enfant, qui est chargé d'assurer la réalisation et la conception de la série. Vraiment, nous allons mettre notre savoir-faire, mettre notre connaissance avec tous les comédiens, les techniciens, pour que chaque personne qui va voir les séries va propager, communiquer à ceux qui n'ont pas pu voir
et va les inciter encore à voir à la télévision. Le choix de l'Aï pour le lancement de cette série s'explique par l'octroi de 5 hectares de terre par la commune au Théâtre de l'Espoir qui compte en faire un espace de production avec pour nom l'Aïwood à la manière d'Hollywood. La réussite de la série lancée ce jour déterminera la poursuite ou non de la sensibilisation par le cinéma. Amadou Bourou, homme de théâtre et de cinéma disparu il y a 5 ans, a reçu hier un hommage à l'occasion des récréatrales. Au cours de cette soirée qui a connu la présence du ministre de la Culture, M. Baba Ama, les comédiens et les membres de la famille ont rendu un vibrant hommage à Amadou Achille Bourou, le patron de la troupe Féren. Le reportage porte la griffe de Marguerite Douagneau. Les artistes sur scène pour rendre hommage à un de leurs, Amadou Achille Bourou. Au siège de la compagnie Féren, les comédiens ont fait montre de leur talent. Dans l'ambiance de la chorale Les Chérubins, les hommes de théâtre ont joué et déclamé des poèmes à la mémoire de feu Amadou Achille Bourou. À cette occasion, des témoignages ont été livrés sur la vie et les œuvres de l'illustre disparu. Avant de partir, il a servi la famille. Il a rendu un grand service à la famille. C'est une soirée qui est bienvenue et que vraiment je félicite chaleureusement les organisateurs, les initiateurs, tous ceux qui ont eu à œuvrer pour que cette journée voit le jour. Et le buste de l'homme de culture qui trône désormais à l'entrée de la compagnie Féren est l'œuvre de l'artiste sculpteur Sirikiki. Le type de soirées qui sont des soirées réconfortantes. Réconfortantes d'abord pour la famille biologique, mais bien sûr la plus grande famille, celle des artistes d'une part. Et en même temps, c'est aussi une occasion de dire que les morts ne sont pas morts. Ça nous permet de nous souvenir des hommes et des femmes qui ont véritablement marqué nos vies, qui ont marqué nos esprits. Il y a 2 ans, les récréatrales rendaient hommage à Jean-Pierre Guingané. Cette année, c'est Amadou Achille Bourou qui reçoit les hommages de ce rendez-vous théâtral à dimension internationale. La compagnie Féren, fondée en octobre 1992 par Amadou Bourou, est située au quartier Gounguin, sur la rue 932. Et des initiatives sont en cours afin que cette rue soit baptisée rue Amadou Achille Bourou. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h15, Aboubacar Sagnon sera là pour les dernières actualités. Demain, samedi et dimanche, vous serez en compagnie de Adjima David Tchombiano à 20h. Pour ma part, ça sera prochainement. Merci de m'avoir reçu chez vous. Au revoir et à